Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 71 de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes aujourd'hui donc le 5 décembre et nous démarrons cet enregistrement à 8h05. Alors on va commencer aujourd'hui par l'actualité internationale en vrac, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire de manière récurrente pour répondre à vos attentes. Et puis ensuite, on va traiter bien sûr du Proche-Orient et de l'Ukraine en rentrant au Proche-Orient dans le détail de ce qui se passe en Syrie et en Palestine et en Israël par rapport au conflit qui nous occupe depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années en ce qui concerne la Palestine et Israël. Alors sur l'actualité internationale, pour commencer, on va évoquer ce qui s'est passé en Corée avant-hier. On a eu une espèce de quiproquo, semble-t-il, vu de loin, vu d'Europe. D'un seul coup, le président vote la loi martiale, on voit les forces spéciales qui investissent le Parlement. Enfin bref, quelque chose qui n'a plus rien à voir avec un État démocratique. On apprend ensuite que le Parlement, conforté par l'évacuation de l'armée, vote la fin de la loi martiale, le président est obligé de s'y conformer et dans la foulée, le Parlement promet de mener une mesure de destitution parce que la façon dont le président sud-coréen a géré ça était tout à fait illégale et anticonstitutionnelle. Alors, nous, sur Veille Stratégique, on n'en a pas parlé directement, mais dans une de mes interviews sur GPTV, j'avais évoqué que le fait qu'on parlait beaucoup des Nord-Coréens, qu'on parlait beaucoup de leur présence potentielle sur le front ukrainien, eh bien, en fait, ça avait deux objectifs. Bien sûr, ici, servir le narratif de tous les cinglés qui veulent que la guerre passe encore quelques caps vers la guerre mondiale, mais elle avait aussi un objectif en Corée, parce que n'oublions pas, en Corée du Sud, parce que n'oublions pas que les informations des services affirmant qu'il y avait des troupes nord-coréennes étaient des informations en provenance d'abord des services secrets et du renseignement militaire sud-coréen, et tout ça avait pour vocation là-bas de faire oublier dans la presse mondiale les grands problèmes dans lesquels la politique intérieure de la Corée du Sud était en train de se plonger depuis les élections législatives du mois d'avril. On est dans une situation de cohabitation, pourrait-on dire, à la française, avec un président qui est plutôt quelqu'un de très à droite, très nationaliste, et puis un gouvernement qui est maintenant plus libéral. On va pas parler de gauche parce que c'est pas la gauche au sens historique du terme. C'est des gens qui seraient comparés à Cazeneuve ou Manuel Valls ici. C'est pas des bolcheviks, mais néanmoins ça a créé des tensions permanentes au sein de la vie politique sud-coréenne tout au long donc du printemps, de l'été et maintenant de l'automne, et ça débouche sur cette situation. Et l'histoire des Nord-Coréens tentait entre autres de masquer au niveau international une partie de ce qui s'y passait. On avait évoqué dans cet entretien sur GPTV les mouvements sociaux qui n'avaient pas cessé de s'amplifier dans le pays là depuis la rentrée de septembre. Et donc là, on débouche sur une véritable crise politique dont il va falloir suivre l'évolution et dont il va falloir suivre, bien sûr, la façon dont les Américains vont gérer ça, parce que la Corée du Sud, c'est leur chasse gardée. Alors, est-ce que cette histoire s'insère également dans cette espèce de course à l'abîme de l'administration Biden avant de quitter le pouvoir pour encore une fois savonner la planche à Donald Trump? C'est encore trop tôt pour le dire. On va observer la façon dont les choses vont se dérouler, et notamment cette procédure de destitution. Va-t-elle aboutir? Voilà, on va voir aussi comment les militaires qui jouent un rôle très important dans l'équilibre du pays vont prendre tout ça. Est-ce qu'ils vont rester fidèles à la Constitution? Est-ce qu'ils vont tenter un coup d'État? Voilà, faut surveiller cette situation parce que là, elle est explosive. Et la proximité, bien évidemment, de la Corée du Nord et de l'espace à la fois russe et chinois fait que c'est un point stratégique du globe à ne pas passer sous silence.
Alors après la Corée du Sud, on va revenir vers nous, vers l'Ouest. On va évoquer d'abord ce qui s'est passé en Chine avec la visite d'État enfin oui, je pense que c'était une visite d'État de Madame Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, qui a commencé à vouloir faire la leçon aux représentants chinois avec lesquels elle était en train de discuter, et qui l'ont tout simplement, excusez-moi l'expression, foutu dehors. Hein, les images sont disponibles sur les différents réseaux sociaux. Madame Baerbock se fait mettre dehors. Hein, alors pas manu militari, mais on voit bien que les Chinois en ont ras-le-bol. Hein, la politique occidentale de la canonnière, de la guerre de l'opium pour contraindre Pékin à faire ce que l'Occident veut, c'est fini. Et Madame Baerbock, qui est une imbécile d'un niveau exceptionnel, a été donc remerciée, ainsi que toute la délégation des journalistes allemands qui l'accompagnaient. Tout le monde a été renvoyé en Allemagne, tout le monde a été débarqué, et surtout on a dit non, il n'y aura pas de communiqué commun dans ce genre de rencontre entre ministres des Affaires étrangères. On a souvent un communiqué commun pour dire voilà les points d'accord, les points de désaccord. Là, il n'y a même pas eu ça. On lui a dit madame, raus. Voilà. Et c'est tout à fait emblématique. Je rappelle que Madame Baerbock, avant le déclenchement de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, pensait que Rostov-sur-le-Don était en Ukraine. Voilà. Voilà le niveau de cette personne. Et donc là, elle a rencontré le dur mur des réalités face à la première puissance économique du monde qui n'hésite plus maintenant. On se souvient de la rencontre avec Blinken, donc j'ai toujours un trou de mémoire, je sais plus si c'est 2020 ou 2021, dans le Pacifique, où Blinken commençait à sermonner les représentants chinois comme si c'était des enfants. Les Chinois lui ont dit maintenant c'est fini, vous arrêtez tout de suite, on n'est plus là pour ça, nous on veut plus entendre parler de cette façon-là de faire de la diplomatie entre nous, on est des États, donc on se traite d'égal à égal, quelles que soient vos considérations à l'égard de notre État sur le plan politique, diplomatique ou autre. Hein. Vous restez courtois, vous restez poli, et surtout vous ne vous prenez plus pour les maîtres du monde. Donc là ça illustre à nouveau tout ça, et c'est très bien, parce que ça montre à quel point l'Allemagne est sortie du jeu à force de vouloir faire non pas sa politique, non pas servir ses intérêts, sa souveraineté. Eh bien, on finit par perdre son latin et on fait n'importe quoi, à vouloir être toujours à la traîne des Américains, à vouloir toujours faire mieux qu'eux en termes de servilité, et on se prend le dur mur des réalités. Alors, en ce qui concerne, donc on revient toujours un peu plus vers l'ouest, au Pakistan et en même temps au Bangladesh, parce qu'on a eu cette information-là, c'est Idriss Aberkan qui l'a publié hier. Il y a eu un article dans The Intercept qui date du 2 décembre. C'est dommage, dans notre émission de mardi, on l'avait pas sous la main, mais voilà, on l'a sous la main, et qui nous dit que voilà, la CIA a bien été impliquée à la fois dans le coup d'État qu'il y a eu au Bangladesh il y a quelques semaines, et puis dans ce qui s'est passé donc en 2022 au Pakistan pour débarquer le Premier ministre Imran Khan. C'était bien, encore une fois, les Américains qui étaient à l'œuvre, comme on l'a dit avec Idriss mardi dans l'émission, pour pouvoir modeler la politique d'un État. Et donc là, on avait rappelé que le Pakistan, c'est un pays musulman qui a l'arme nucléaire, c'est le seul. Et donc pour les Américains, il est toujours hors de question que ces braves gens puissent déterminer eux-mêmes leur politique internationale et leur politique intérieure. Donc, on a bien la confirmation que maintenant, les conséquences de ce coup d'État aboutissent à tout ce dont on a parlé ces derniers jours, c'est-à-dire des émeutes, une répression terrifiante. J'ai pas retrouvé de nouvelles évaluations quant au nombre de victimes. Je vous le disais déjà lundi dans le bulletin, je le reconfirmais mardi matin sur GPTV dans la revue de presse. On parle, et c'est CNN qui en parle, d'au moins 300 morts. J'espère qu'il n'y en a pas plus, mais là, il y a beaucoup de difficultés à obtenir des informations sur ce qui se passe là-bas. Ça aussi, c'est très important de le souligner. Alors on va encore revenir vers l'ouest, et là on va passer à la Géorgie, où là c'est très intéressant, c'est que malgré l'ambiance pré-insurrectionnelle de type Maïdan, qui est organisée par toutes les ONG occidentales qui bossent pour le département d'État américain,
La présidente donc franco-géorgienne avait demandé à ce que les élections donc législatives soient annulées pour vice de forme, en disant que il y avait eu des tricheries, qu'il y avait eu ci, qu'il y avait eu ça, et elle a été tout simplement déboutée. C'est-à-dire qu'on les instances du pays, alors je sais plus si c'est la Cour suprême ou Cour constitutionnelle en Géorgie, ont dit non, il n'y a pas lieu d'annuler les élections. Elles ont été tout à fait légalement organisées et elles se sont déroulées sans qu'il y ait de problème suffisamment important. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de problème, mais suffisamment important pour qu'on les annule. Donc le résultat est entériné. Donc le Premier ministre est légitime, son gouvernement est légitime et la majorité qu'il possède au Parlement est légitime. Donc vos appels à l'insurrection, etc., va falloir que ça cesse parce que là on est hors la loi. Alors on verra si, comme à Maïdan en 2014, on va avoir débarqué des snipers qui vont commencer à tirer sur la foule pour créer un casus belli et puis que l'engrenage vers la révolution non plus colorée semi-pacifiste, parce que quand on voit les images des manifestants géorgiens, ils sont tous sauf pacifistes pour le moment. On a vu d'ailleurs apparaître, c'était très intéressant, la photo d'une de ces manifestantes qui a été arrêtée par les forces constabulaires géorgiennes et on découvre qu'elle bosse pour l'ambassade des États-Unis en allant, je crois, juste sur son profil LinkedIn oui, ça doit être ça. On voit qu'elle est stipendiée par les États-Unis directement. Voilà. Après, on nous dira c'est les Russes, c'est les méchants Russes. Bref. Bon. Donc ça, c'est un premier coup d'arrêt. Il va falloir voir comment la situation se gère sur le terrain, mais ça c'est très intéressant parce que là les institutions géorgiennes ont fait leur boulot et on dit maintenant madame non c'est fini, vous arrêtez. Donc elle en plus son mandat s'arrête là dans quelques jours, voilà dehors, vous aussi raus, voilà comme madame Baerbock raus. Et enfin, il faut terminer sur la Roumanie, donc on revient vraiment le plus à l'ouest possible par rapport à la Corée du Nord et la Corée du Sud, et là c'est pareil. La Cour constitutionnelle a validé le résultat du premier tour des présidentielles. Donc le candidat pacifiste réputé pro-russe, etc., Georgescu, est bien en tête des suffrages. Donc on va voir là le second tour va se dérouler, c'est ce week-end, si j'ai bien compté le calendrier. Donc on va voir comment ça va se passer. On va voir si la coalition des pro-européens, pro-OTAN, de gauche, de droite, va faire le castor et faire barrage à Georgescu. Résultat dimanche ou lundi matin, on en parlera dans le bulletin 72 dès lundi matin, soyez-en sûrs. Mais là encore, on voit que les institutions ont fonctionné pour dire mais vos histoires de tricherie, vos accusations, etc., tout ça c'est du bidon. L'élection s'est déroulée à 99%, je pense, de manière tout à fait régulière. Peut toujours y avoir à la marge un bureau de vote où ça ne se passe pas, mais ça ne suffit pas pour invalider une élection nationale. Surtout avec l'écart de voix qui est en faveur de Georgescu qui est de plusieurs pourcents. Donc maintenant, terminé, on passe au second tour, et là on verra là aussi si par rapport à ce qu'on a vu en Moldavie, on n'a pas un vote qui est modifié au dernier moment par l'ajout des voix des expatriés. Tout ça est à prendre en compte, bien évidemment, dans ce que ces gens-là sont capables de faire. Donc voilà, chers amis, ce qu'on pouvait dire en bref sur l'actualité internationale ce 5 décembre au matin. Alors avant de passer aux deux grands sujets qui occupent l'actualité en ce moment, je vais encore une fois vous remercier pour votre fidélité, pour le partage des précédentes vidéos, le partage de plus en plus important, notamment via X, des informations qu'on essaye de vous fournir presque 2, 3, 4 fois par jour sur la situation qui en Corée, on a été un des premiers médias à réagir sur ce qui se passait en Corée, ce qu'on peut vous donner comme information bien sûr sur l'Ukraine, ça vous avez l'habitude, et puis ce qu'on essaye de vous donner aussi depuis un an comme information sur le Proche-Orient, Israël, Gaza, la Palestine, le Liban, et aujourd'hui la Syrie. Donc n'hésitez pas, c'est bien de partager sur X, ça nous fait plaisir et on voit que l'audience est au rendez-vous, mais continuez aussi de partager sur Facebook, sur Telegram, sur
tous ces supports-là, parce que c'est également important pour notre référencement, hein, et puis surtout ça permet de diffuser la bonne parole, parce que là vous l'avez vu avec l'actualité qui s'est emballée sur plein de théâtres d'opération, on a tout et n'importe quoi, et comme je l'ai refait encore mardi chez Idriss Aberkane, du calme, buvons frais, prenons notre temps avant de conclure quoi que ce soit des informations que nous pouvons recevoir, parce qu'il faut en gros plusieurs heures, voire plusieurs jours, avant d'être bien certain de ce dont nous parlons, pour bien comprendre les phénomènes qui s'imposent à nous dans l'actualité. Voilà, donc un grand merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent financièrement, tout d'abord en prenant un abonnement Patreon. On a mis en ligne, c'était avant-hier, on a mis en ligne donc le bulletin spécial dédié aux forces armées iraniennes. Alors c'est pas une vidéo, c'est un PowerPoint dynamique dans lequel on a ajouté une vidéo de présentation, notamment des matériels et puis des rapports de force à l'intérieur des forces armées iraniennes. Mais vous avez donc là un document avec du texte, avec des données chiffrées qui vous permettent de mieux comprendre les moyens dont dispose l'armée iranienne. Vous avez également une présentation au départ de tout ce qui est sa stratégie et son environnement géopolitique. Donc on a fait ça, vous l'avez compris, parce que moi, à force d'enregistrer, de passer sur différents canaux, ça m'a un petit peu épuisé, d'autant qu'il fallait continuer de suivre l'actualité. Donc voilà ce qu'on vous a proposé cette fois-ci, et j'espère que si l'actualité se calme un petit peu, eh bien au premier trimestre de l'année prochaine, pour les abonnés Patreon, vous aurez un bulletin sous sa forme vidéo traditionnelle. Mais en tout cas, là, vous avez quand même quelque chose avec de la matière pour vous faire une idée sur ce pays. Hein. Les forces armées iraniennes, c'est pas n'importe quoi. On va encore les voir probablement à l'œuvre en Syrie ces prochains jours, donc c'est très important. Et puis ensuite, merci à tous ceux qui, via PayPal, continuent de faire des dons ponctuels pour nous permettre bien d'avoir assez d'argent pour d'abord reprendre du matériel informatique, des disques durs pour stocker nos données, reprendre aussi des abonnements sur Internet, je ne cesse de le dire, hein, on avait commencé avec vos premiers dons en fin d'année dernière, début d'année, pour nous informer, et puis aussi pour pouvoir acheter des livres en physique, hein, en papier, qui coûtent relativement cher pour pouvoir traiter d'autres forces armées. Hein. On vous l'a dit, on aurait souhaité ce trimestre terminer avec l'US Army, on le fera, enfin l'US Army, les forces armées américaines en général, on le fera au premier trimestre 2025, mais là encore, si on peut acheter de la documentation la plus à jour possible, eh bien c'est un bonus pour nous et pour vous. Voilà, donc maintenant on va passer à la situation au Proche-Orient, et d'abord on va commencer par la Syrie, hein, donc le point chaud le plus important du théâtre d'opération en Syrie, vous le voyez sur la carte et on n'a pas cessé de vous le dire, c'est la situation à Hama, et donc Hama se trouve au sud d'Alep, donc donc autour d'Hama et dans la province d'Idlib, hein, dont les djihadistes sont maîtres depuis la fin de la guerre civile et les accords d'Astana, en tout cas en partie, et depuis laquelle ils ont lancé leur offensive. Donc les nouvelles du front ne sont pas très rassurantes dans ce secteur, hein, parce que la situation évolue et se dégrade d'heure en heure par rapport aux forces armées syriennes, hein, l'armée régulière. Les attaques, vous le voyez, les flèches vertes, hein, c'est les attaques des troupes djihadistes, sont sur l'ensemble, opèrent sur l'ensemble de la ligne de front, hein, tentent par tous les moyens vraisemblablement de déborder la ville par les flancs. Hein. On voit que les attaques ne sont pas forcément concentrées sur les axes principaux, les axes routiers principaux qui mènent à Hama, mais plutôt pour tenter de l'attaquer à l'ouest et à l'est, de telle sorte à la déborder. Alors on a des contre-attaques locales, hein, vous le voyez, c'est les flèches rouges qui sont menées par les troupes syriennes, qui sont énormément appuyées par l'aviation russe et par l'aviation syrienne elle-même, hein, pour essayer de stopper leurs offensives, mais on est quand même loin du compte, parce que pour le moment, ça n'a toujours pas permis de restabiliser définitivement la ligne de front dans ce secteur.
Hein, les unités syriennes font comme elles peuvent, mais elles sont notamment harcelées par des drones en permanence qui empêchent notamment leur montée au front dans de bonnes conditions. Là, il n'y a pas tous les systèmes de brouillage qui sont encore déployés comme on le voit en Ukraine pour des fois empêcher les drones d'opérer correctement. Et donc, on est dans une situation qui se détériore de plus en plus. À mesure que les djihadistes gagnent du terrain, ils récupèrent en plus parfois du matériel dans des entrepôts. Ils auraient remis la main donc sur un 3e T-90 ainsi que sur un radar de basse altitude Podlet K1 notamment en état de marche. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir des moyens de détection des appuis aériens à basse altitude que peut fournir l'armée de l'air syrienne ou l'armée de l'air russe. Donc on va voir si ça a un impact sur les combats. De l'autre côté, donc on n'a pas encore d'informations sur le nombre d'unités syriennes qui sont déployées dans le secteur et sur leurs moyens, parce qu'on sait qu'il y a de quoi pour le moment tenter de freiner les groupes djihadistes, mais de là à pouvoir reconstituer avec certitude une ligne de front stable, ça, pour le moment, c'est pas encore très clair, d'autant qu'hier soir, vous voyez ces informations sur la carte, datent de 20h, donc environ 18h pour nous, on a appris un peu plus tard dans la soirée que des combats dans les faubourgs d'Hama avaient débuté, donc ça veut dire que les djihadistes ont continué de progresser. Voilà, donc c'est très très important de souligner ça. Ensuite, autre information qu'on a eue, alors ça j'en ai parlé dès mardi avec Idriss, il y a bien eu une attaque dans le secteur de Deir ez-Zor par des milices qui sont soutenues par les États-Unis. Elles ont bénéficié dans leur attaque de l'appui de l'artillerie américaine qui est dans la zone, puisque les Américains protègent des puits de pétrole dans le secteur à l'est de Deir ez-Zor. Donc on a vu l'artillerie américaine, et il paraît même qu'on a vu des A-10, donc les avions américains d'appui et d'attaque au sol, qui ont participé aux opérations. Malgré tout, les milices anti-gouvernementales, rebelles, parce que là c'est pas des djihadistes, c'est plutôt des groupes qui seraient donc dans la mouvance kurde, mais qui seraient distincts des Kurdes qui sont favorables à une alliance avec le gouvernement de Bachar el-Assad. Eh bien, on les a vus être stoppés par les unités syriennes sur place et surtout par les milices locales. Voilà, donc est-ce que cette offensive qu'on nous a annoncée comme étant stoppée hier en fin de journée peut reprendra, ça on est incapable de vous le dire pour le moment. Et puis la dernière information qu'on a eue hier soir, c'est que on a une crainte de voir dans le secteur de Kobané, donc au nord de la Syrie, dans la zone kurde, vous le savez, Kobané, ça a été une ville de très très durs combats entre Daesh et les milices kurdes. Et bien là, on craint une attaque de l'armée turque, de l'armée régulière turque directement, pas simplement de ses proxys de l'armée nationale syrienne, mais directement des forces régulières de l'armée turque dans cette zone. Donc la situation est toujours, je dirais, en cours de stabilisation ou de tentative de stabilisation du côté syrien, et on voit que que ce soit les proxys djihadistes ou l'armée nationale syrienne ou même l'armée turque elle-même sont en capacité de continuer de pousser leurs avantages. Sur le plan diplomatique, on nous dit que Erdogan voudrait à nouveau négocier avec les Syriens par rapport à ce qu'on a expliqué avec Idriss Aberkan mardi, c'est-à-dire pour permettre un retour des réfugiés syriens qui sont sur son sol, tout en se garantissant que ça va pas être là pour renforcer notamment les mouvements kurdes. Donc on est dans une situation qui demeure très complexe, très tendue, et qui indéniablement profite aux États-Unis dans leur politique de course folle en avant, pour enquiquiner les Russes, pour les forcer à investir des moyens pour éviter que l'armée arabe syrienne, l'armée régulière syrienne s'effondre.
Et puis de l'autre côté, par effet d'aubaine, tout ça favorise les desseins de Benjamin Netanyahou pour continuer d'isoler le Hezbollah de ses sources logistiques syriennes, après avoir fait environ donc 2 mois de combat entre octobre et novembre, avec le Hezbollah dans le sud du Liban. Voilà comment la situation se dessine aujourd'hui. Donc on vous invite à suivre tout ça sur le site de Veille Stratégique, sur mon compte X, parce que d'heure en heure, ça peut évoluer vraiment d'heure en heure avec des mouvements de troupes importants, et il va falloir surveiller ce qui se passe à Hama, parce que c'est là que se cristallisent pour le moment les combats, et vérifier que à des Resors ou sur la frontière turco-syrienne, on n'ait pas à nouveau des nouvelles opérations qui d'un seul coup se déclenchent. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin entre 8h et 8h30, peut-être que quand ce bulletin, son enregistrement sera terminé, il y aura encore de nouvelles informations qui contrediront ou viendront apporter des confirmations à ce qu'on vient de vous dire. Hein. Soyez sympa avec nous, on fait ce qu'on peut. Généralement, le bulletin est enregistré vers donc 8h du matin, il est mis en ligne vers 11h. Excusez-nous si dans l'intervalle il s'est passé autre chose, hein, je le rappelle. Pour ceux qui viennent de s'abonner, on peut pas faire du direct, donc on est toujours avec un petit décalage de quelques heures au cours desquelles il peut se passer certaines choses qu'on n'aura pas pu traiter dans le bulletin. Alors ensuite, on va passer à la situation donc entre Palestiniens et Israéliens, parce qu'il est hors de question de faire comme si la situation là-bas avait disparu de l'actualité, comme on peut le voir un peu partout. Hein. C'est pas du tout dans la dans la politique de la maison. Donc il y a toujours des opérations terrestres de Tsahal dans le secteur de Jabalia et de Beth Lahia. Ça n'arrête pas. Hein. Il y a eu une évacuation en raison des combats donc dans le secteur de Beth Lahia de la majorité des résidents locaux. On les a poussés vers ce que les Israéliens appellent une zone humanitaire élargie. Voilà, on a posté sur Patreon, hein, ceux qui viennent sur Patreon et qui me posent la question. Alors, les membres Patreon ont tous droit à la même chose. Simplement, on a des statuts d'abonnés pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens mais qui veulent nous aider, un statut de bienfaiteur où vous pouvez nous donner plus si vous avez les moyens de nous donner plus, et puis un statut de mécène pour les gens qui sont capables de nous donner, donc c'est $50, c'est donc environ une quarantaine d'euros par mois pour nous soutenir. Mais tout le monde a accès à la même chose, on n'a pas voulu faire de distinction, je le précise. Et donc sur Patreon, on vous diffuse des vidéos, des combats, que ce soit là, en Syrie ou en Ukraine, parce qu'on ne peut plus les passer sur YouTube sans risquer d'être censuré, ou sur d'autres réseaux sociaux, je le reprécise. Donc on a vu encore des embuscades de chars israéliens dans les rues de certaines localités de Gaza, qui sont attaqués avec des RPG qui ont été modifiés par les combattants des brigades Al-Qassam. Et donc le Hamas, même s'il est diminué, ou les autres mouvements, djihad islamique, etc., eh bien ils sont quand même toujours actifs. Et la victoire militaire annoncée par Yoav Gallant avant qu'il quitte son poste de ministre de la Défense, eh bien on la voit toujours pas. Voilà. Alors on a appris par ailleurs qu'on avait retrouvé des corps d'otages qui avaient été tués dans des conditions atroces par leur geôlier, sans qu'on puisse savoir si c'était des gens qui étaient sous la garde de civils. Parce que n'oubliez pas, il y a des gens qui ont été, des otages qui ont été posés dans des familles, séquestrés dans des familles de proches du Hamas, hein, sans forcément être avec des combattants, etc. Ils ont peut-être été tués par vengeance, par des familles qui ont compté dans leur rang des morts ou ce genre de choses. Ça peut être bien sûr les gens du Hamas qui les ont exécutés ou d'autres membres de la résistance palestinienne. Mais en tout cas, voilà, on les a retrouvés, et ça prouve encore que la problématique des otages, elle occupe leur famille, elle occupe les soutiens de leur famille, elle occupe une partie de la population israélienne, mais le gouvernement israélien ne fait que les instrumentaliser, et c'est tout. Hein. La preuve, on est à plus de 14 mois bientôt de conflit. Si on a atteint les 14 mois, non, on va les atteindre dans 2 jours, je vais y arriver, et leur sort, c'est toujours la dernière roue du carrosse, sauf quand il faut l'instrumentaliser dans la bouche de Netanyahou, ne l'oublions pas. Donc dans le même temps, on a vu des frappes
qui ont été menées dans plusieurs quartiers, hein, donc de toute l'enclave de Gaza. Ça aboutit à la mort de 40 personnes, des dizaines de blessés. Hein, donc le matraquage, la destruction, le concassage de Gaza se poursuit. Hein, et donc ce qu'on verra peut-être demain être enfin qualifié légalement de génocide est toujours en cours. Voilà. Je rappelle, comme on l'avait dit avec Idriss Aberkan, que les grandes, les clercs, les grandes consciences d'Israël aujourd'hui, Amos Goldberg, Omer Bartov, etc., eux n'ont pas hésité. Hein, ce sont de grands universitaires israéliens, rappelons-le, spécialistes de la Shoah, qui disent ce que je vois à Gaza, en tant que spécialiste des génocides, en tant que spécialiste de la Shoah, c'est un génocide. Alors leur parole est forte et leur parole a bien évidemment mérite qu'on continue de la diffuser comme nous le faisons, et il faudra attendre ensuite la qualification juridique pour confirmer, comme ça a été le cas pour le Rwanda, ou comme ça a été le cas pour les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, de dire, voilà, la justice, elle, a tranché. Mais en tout cas, les grandes consciences d'Israël, elles le disent déjà. Voilà. Donc tout ça se poursuit dans l'indifférence générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ouvrez la télévision, on vous fait rire avec les marionnettes à l'Assemblée nationale française, Barnier, tout ça, les trucs qui n'ont aucun intérêt pour l'avenir du monde, et on vous fait peur. Hein, si on avait voté la censure, c'était les 10 plaies d'Égypte. Ce matin, en ouvrant ma fenêtre, il tombait pas des grenouilles ni une pluie de sang. Il pleut, mais pas du sang. Hein, voilà. Et tous les premiers-nés du royaume de France sont pas morts ce matin parce qu'on n'aurait pas marqué leur maison. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, on vous fait peur avec tout ça, mais là la réalité c'est qu'à Gaza on continue de tuer des civils en toute impunité. Hein, dans une action militaire qui, nous ne cessons de le rappeler, n'a aucun sens, sinon de créer des vocations pour au moins 10 ans, j'imagine, dans la population civile, de nouveaux combattants des mouvements de résistance, hein, que ce soit le Hamas, le djihad islamique ou les autres. Hein, alors là, c'est la grande victoire. L'action, le type d'action militaire menée par Tsahal nous garantit que pendant les 10 ans qui viennent, le Hamas ne manquera pas de militants pour reprendre le flambeau et remener des combats du niveau de ceux auxquels on a assisté le 7 octobre. Voilà. Bravo. Bravo. Alors ensuite, il faut aussi en parler, parce que vous le savez, personne d'autre n'en parle à part Veille Stratégique, c'est ce qui se passe en Cisjordanie, où on a vu donc les forces constabulaires israéliennes effectuer donc là alors une série de raids de grande ampleur dans près de 20 localités en Cisjordanie, où ils ont arrêté donc pour le compte qu'on avait hier 23 Palestiniens qui ont été accusés d'avoir des liens avec le Hamas, des liens. Voilà, des liens. Alors, on ne sait pas, comme d'habitude, hein, au niveau juridique, au niveau judiciaire, ce qui se passera derrière pour eux. On a appris qu'il y avait des prisonniers palestiniens qui étaient morts en détention. Hein. Haaretz continue de faire le travail pour nous informer de ce genre d'exactions, de ce genre d'ignominie, malgré les pressions que met le gouvernement israélien, parce que si vous nous suivez donc sur X notamment, vous pouvez voir que Haaretz est dans le collimateur du gouvernement Netanyahou et que son objectif à Netanyahou c'est de bâillonner le journal Haaretz pour plus que on puisse avoir d'informations qui vont à l'encontre de son narratif. Hein. Voilà l'objectif. On en est là. C'est-à-dire que la plus grande démocratie ou la seule démocratie, je sais plus comment, oui, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, en est à vouloir bâillonner le dernier grand média d'opposition dans le pays. Voilà, c'est ça la démocratie. Voilà. Donc la majorité de ces opérations ont eu lieu donc à Jenin, à Yabad et à Hebron. Donc on va voir ce qui va devenir de ces gens qui ont été arrêtés, je le rappelle, par des forces d'occupation qui sont là en toute illégalité et qui sont détenues en toute illégalité alors qu'elles sont chez elles. Voilà, c'est très important de rappeler le contexte dans lequel tout ça se déroule.
Et de rappeler qu'on a vu aussi donc dans ces raids des maisons qui ont été à nouveau détruites, etc. Donc c'est pareil, on s'attaque à des bâtiments en les rasant sous prétexte que c'était la maison de quelqu'un qui aurait des liens avec le Hamas, sans que ce soit pour prouver de quelque manière que ce soit. Et entre avoir des liens avec le Hamas et être éventuellement invité au poste de police à répondre à des questions, ça pourrait encore s'entendre. Mais là, vous êtes chez vous, vous êtes dans un territoire qui est occupé illégalement par une armée qui n'a rien à y faire, mais personne n'a le droit de venir déjà de vous arrêter, et encore moins de détruire votre maison pour ça. Voilà. Et donc de mettre à la rue votre famille. Parce que si vous étiez tout seul dans la maison et qu'on vous arrête, ce serait déjà pas brillant. Mais là, si on, comme c'est le cas pour la majorité des gens qui sont arrêtés, c'est des gens qui ont une famille. Donc leur famille est foutue à la rue. Voilà, hein, par cette politique complètement illégale et complètement folle. Donc enfin, en ce qui concerne le Liban, donc le cessez-le-feu est plus ou moins rompu chaque jour, hein, on le voit bien, il y a des bombardements de l'armée israélienne qui se poursuivent de manière sporadique. Donc on voit bien que ce cessez-le-feu est très précaire et que la façon dont ça pourrait se terminer dépend notamment de ce qui va se passer en Syrie. C'est-à-dire que si Israël est convaincu que ce qui se passe en Syrie a obtenu les effets qu'elle recherchait, c'est-à-dire que le Hezbollah n'a plus de moyens de se réapprovisionner en munitions, en matériel, et qu'il reste avec le niveau qui était le sien là quand le cessez-le-feu est entré en vigueur, il y a fort à parier que d'ici quelques semaines, l'armée israélienne trouvera un prétexte pour rentrer à nouveau en guerre. J'en suis persuadé. Mais vraiment, j'en suis persuadé. Voilà, chers amis, ce qu'on pouvait dire donc sur la situation au Proche-Orient, donc entre la Syrie, la Palestine, Israël et le Liban. Donc comme d'habitude, hein, vous le voyez, c'est la catastrophe. Et pour le moment, il faut continuer d'être très attentif à ce qui se passe en Syrie parce que on n'est toujours pas dans une situation stabilisée. Et puis il faut toujours surveiller ce qui se passe, notamment à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, parce que c'est complètement fou. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'Ukraine. Alors, avant de passer au front, on va revenir, parce que ça a été la petite info, entre guillemets, ironique hier, concernant la présence des Nord-Coréens, puisqu'on a vu le Daily Mirror, qui est effectivement un torchon de la presse britannique, s'amuser. On va vous passer immédiatement les photos, à nous dire, voilà, il y a des Nord-Coréens, on les a trouvés enfin, et en plus, c'est même pas des Nord-Coréens, c'est des Nord-Coréennes. Alors, ils ont diffusé la première photo que vous voyez là, en nous disant, bah voilà, ça y est, ils sont là, on le sait, tout ça. Et puis ensuite, on a fait, bien sûr, des gens ont fait le travail de vérification de cette information pour découvrir que le Daily Mirror avait utilisé l'IA pour modifier le visage de 2 combattantes russes que vous découvrez maintenant sur votre écran. Voilà le niveau où nous en sommes arrivés pour vous dire, pour vous faire avaler la couleuvre selon laquelle il y aurait des combattants nord-coréens sur le front ukrainien. J'ai pas dit en Russie. Nous savons qu'il y en a, nous ne cessons de vous le dire, mais ils sont dans l'extrême-orient russe. Ils sont toujours pas arrivés en Ukraine. On n'a toujours pas les preuves. On n'a toujours pas l'once d'une preuve. Rien. Zelensky nous a dit, moi je les ai vus, les photos, il y a des centaines de morts, c'est terrible. Et là, voilà ce qu'on nous propose, le niveau de désinformation, le niveau de manipulation dans lequel on se trouve pour nous dire, bah regardez, ils sont présents. C'est la presse britannique, plus vieille démocratie d'Europe. Voilà, hein, bravo. Encore une fois, un immense bravo. En ce qui concerne les négociations, eh bien, même si on sait que Tucker Carlson est arrivé à Moscou pour rencontrer Sergueï Lavrov et l'interviewer sur le plan des négociations officieuses en sous-main, rien pour le moment d'important semble déboucher. Hein. On sait que les Russes veulent absolument pas entendre parler d'une possibilité pour les Ukrainiens d'entrer un jour dans l'OTAN, et on peut les comprendre. Donc pour le moment c'est au point mort, et c'est pour ça que sur le terrain, on va le voir, les Russes continuent d'avancer sans se poser de questions. Hein. S'il faut qu'ils conquièrent par la force des armes ce qu'ils doivent récupérer pour se sentir en sécurité, ils le feront, ne
n'en doutez absolument pas. Hein, ils l'ont fait en 1944-45, ils sont prêts à recommencer par rapport au sacrifice qu'ils sont en train de faire depuis plus de 2 ans maintenant par rapport à l'Ukraine. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Alors, à côté de ça, et c'est un rapport à la fois avec la puissance russe, mais aussi avec ce qui se passe en Syrie, on a eu un exercice naval en Méditerranée qui a commencé en milieu de semaine, au cours duquel donc il y a 2 frégates, la frégate amiral Korchkov et l'amiral Golovko, qui ont pu mener des tirs d'essai de missiles hypersoniques Zircon, qui ont bien sûr touché leur cible, hein. Donc c'est un grand exercice naval, hein, parce qu'il est quand même, il regroupe quand même 10 navires et plusieurs milliers d'hommes. On compte 24 avions qui à mon avis servent de couverture aérienne et d'éclairage à ce groupement, ainsi qu'à participer à toutes les opérations de lutte anti-sous-marine. Donc voilà, les Russes ont fait ça, et c'est à mon avis un petit message qui est aussi envoyé au soutien des djihadistes en Syrie. Parce que s'il faut tirer un Zircon sur Idlib pour définitivement décapiter les postes de commandement du groupe djihadiste HTS, eh bien, je pense que les Russes n'hésiteront pas une seule minute à le faire. On a parlé du fait que les centres de commandement, djihadistes avaient déjà été touchés par des Toshka ou tirés par les Syriens. Il n'y a pas de doute que les Russes tireraient 1 ou 2 Zircon si c'était nécessaire demain, ne serait-ce que, par exemple, pour éviter que Hama tombe ou une autre grande ville. Hein, peut-être qu'ils pourraient considérer qu'Hama n'est pas si importante que ça, mais voilà, c'est un message qui est envoyé à tout le monde. Et puis, bien sûr, pour dire, voyez, les Zircon fonctionnent et ces bâtiments-là sont capables de les tirer de manière opérationnelle. Donc, on est prêt. On est prêt, hein. On n'a pas que l'Oreshnik en stock, on a aussi ces missiles-là. Alors tout le monde a déjà entendu parler depuis un moment des Zircon, mais là on sait que ces 2 nouvelles frégates sont capables de les tirer. Alors avant de passer au front, encore un dernier point. On vous passe une petite image là d'un incident dont on a entendu parler ce matin au réveil. C'est qu'il y a eu un incendie d'entrepôt sur le port polonais de Gdynia, hein, où là on a découvert qu'il y avait donc probablement des navires qui amenaient des cargaisons militaires qui ont pris feu, et que ça a créé un incendie. On a vu pas mal de véhicules d'assistance avec les marques de l'OTAN opérer autour de cet incendie. Donc, est-ce à dire que c'est par là aussi qu'entre une partie des munitions, des matériels qui vont ensuite sur le front ukrainien? Ça, c'est très difficile de le souligner. Mais ça résonne avec un autre élément, c'est que, et là on vous affiche la carte du front ukrainien. Alors on va se concentrer en termes d'opérations terrestres sur le secteur de Donetsk, hein, le rectangle qui est à droite, mais on va évoquer ce qui s'est passé aussi à Odessa, puisque à Odessa on a eu donc un drone naval russe qui est venu taper un navire dans le port d'Odessa. On avait l'habitude de voir ça dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que les Ukrainiens utilisaient des drones navals pour attaquer notamment Sébastopol. Et bien là, il semblerait que les Russes ont trouvé moyen de leur rendre l'appareil et donc d'engager, là c'était peut-être y en avait-il d'autres, on n'a pas d'informations si c'était une vague ou si c'était un seul drone naval d'essai, pour voir si ça portait ses fruits. Mais en tout cas, voilà, ça fait 2 ports, ukrainien, mais quand même qui sert d'abord et avant tout à l'OTAN, à Odessa, et puis un autre en Pologne, qui sont touchés à quelques jours d'intervalle. Donc c'est pas quelque chose de négligeable. Et parallèlement, on a vu les Ukrainiens mener encore cette nuit des frappes de drones. Hier, ils en avaient mené une autre, et elle avait été très spectaculaire, parce que certains drones avaient touché, vous le voyez en haut de la carte à droite, avaient touché Grozny en Tchétchénie. Hein, donc là, c'est pas la porte à côté. Hein, donc reste encore à déterminer comment ces drones ont pu parcourir une telle distance. Hein. Là, techniquement, on est à mi-chemin entre les drones extrêmement sophistiqués et de l'autre côté des opérations spéciales qui les lancent pas trop loin de leur cible, hein, avec des gens qui se seraient infiltrés. Tout est possible, hein, dans ces scénarios-là.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas n'importe quel lieu qui a été frappé à Grozny, c'est les casernes des forces spéciales tchétchènes. Voilà, donc là, du groupe de Kadyrov, hein. Donc là, c'est pas Ahmad Kadyrov, on n'est pas en train de viser... alors ça aurait pu être la présidence, ça aurait pu être le Parlement, non, là on a visé les structures militaires qui sont les plus connues depuis le début du conflit de haute intensité en Ukraine, puisque c'est elles qui participaient à la bataille de Mariupol, qui aujourd'hui sont engagées à grand renfort de publicité dans le saillant de Souja. Donc là, on a ciblé leur caserne, leur base de départ. Alors en ce qui concerne le front lui-même, venons-en au front. Donc aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, on parle que du secteur qui concerne la zone du Donetsk, hein, à l'ouest de Donetsk. Alors on commence par la carte de l'ensemble, alors du secteur avec Pokrovsk, vous le voyez tout au nord en rouge. Ensuite, le secteur donc en violet, Kourakove, Sinsivka, et en vert, et Constantinople en jaune, et puis Novosilka, Velika Novosilka en orange. Parce que on voit bien ce que les Russes sont en train de faire dans cette zone. Alors hier, je voyais quelqu'un sur X dire, puisqu'on a évoqué le fait que la bataille pour Pokrovsk venait de commencer avec la progression qui est de plus en plus importante, on va le voir sur la carte détaillée, au sud de Pokrovsk, alors que les Russes n'en étaient pas loin depuis plusieurs semaines. Bah oui, mais sauf que les Russes, ils ont géré un effet d'opportunité depuis la chute de Selidové. Ils ont préféré, parce que c'était plus favorable pour eux à ce moment-là, se concentrer sur le sud, donc vers Kourakove, Sinsivka, Constantinople, etc. Pardon, par effet d'opportunité. C'est tout. Ils ont préféré se dire, on va réduire le groupement ukrainien qui est là, parce que je le rappelle, l'objectif des Russes, c'est pas de prendre du territoire, c'est de soumettre l'armée ukrainienne à une attrition insupportable jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Point. Donc l'objectif de Pokrovsk est important dans cette stratégie parce qu'il est défendu par un grand nombre de soldats ukrainiens, mais vu qu'au sud il y avait moyen d'en encercler d'autres, d'en détruire plus et dans des circonstances tactiques plus favorables, eh ben ils ont appliqué leur stratégie d'ensemble. Ils n'ont pas dévié juste parce qu'ils étaient arrivés à 2 ou 3 kilomètres de Pokrovsk. Voilà. Et aujourd'hui la situation au sud s'est dégradée avec en plus le déclenchement des attaques sur Velika Novosilka, où là encore les Ukrainiens sont à la peine, ce qui fait que ça, par effet cumulatif, favorise de nouveau la progression, on le voit depuis quelques jours, depuis le sud de Pokrovsk, pour aller couper les voies de communication qui passent à l'ouest de la ville. Voilà. Le plan russe ne va pas déroger parce que ils sont arrivés à 2 kilomètres d'une ville et puis qu'ils la prennent pas. Ils sont à quelques encablures de Kupiansk depuis des mois et ils ont lancé l'autre jour une reconnaissance en force qui leur a permis de tenir les faubourgs est de la ville pendant quelques jours, hein, peut-être 48-72 heures. Les Ukrainiens ont contre-attaqué, ils se sont repliés, ils ont pas retenté d'y retourner. Parce que pour eux, dans leur stratégie, ça ne les sert pas. Voilà. Donc là, c'était pareil, ils n'allaient pas se ruer sur Pokrovsk sans que ça puisse servir leur but stratégique final. Voilà. Alors, on va rentrer dans le détail. Donc, dans le secteur de Pokrovsk, hein, vous voyez que là, on a donc les 3 axes de communication principaux qui sont en turquoise. Donc, les 2 vers l'ouest qui permettent l'approvisionnement direct de la ville, et puis vous aviez celui secondaire qui part de Pokrovsk et qui descend vers le sud, vers Constantinople, Andrivka, Constantinople, qui lui est déjà coupé. Hein, c'est-à-dire que là, la progression au sud de Shevchenko par les Russes fait que cette route-là n'est plus praticable. Donc, et on sait, alors je vous ai dessiné en bleu les principales défenses, les principaux réseaux défensifs ukrainiens autour de Pokrovsk. On se rend compte qu'à l'ouest de la ville, il y a quelques réseaux, mais je les ai pas fait figurer pour vous montrer que la ville est beaucoup plus vulnérable par l'ouest. Donc on comprend que les Russes mènent toujours, c'est les 2 autres flèches hein, du côté de Lissivka et puis de Krasny Yar, mènent toujours des opérations de fixation des défenseurs
au sud-est de la ville et que l'attaque majeure se déroule au sud-sud-ouest pour couper tous ces accès. Comme d'habitude, les Russes vont d'abord couper les accès logistiques à la garnison de la ville. Et puis une fois que ce sera fait et que la garnison sera sur son dernier stock de munitions, eh bien, ils vont resserrer l'étau jusqu'à les forcer soit à s'évacuer, soit à mourir les armes à la main ou se rendre, comme à Ougledar. Voilà. Et tout ça pour peu de morts du côté russe. C'est ça qui est recherché aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'ils se sont pas rués tout de suite sur Pokrovsk, hein, parce que ça ne servait pas leurs intérêts dans tous les sens du terme. Et donc du côté de Novosilka, donc au sud, eh bien vous le voyez, là maintenant Novosilka, donc la route qui remonte vers le nord, vers Constantinople, eh bien elle est coupée, hein, puisque le village de Novi Komar est tombé il y a 2 jours entre les mains des Russes. Donc l'axe principal logistique et même la route secondaire qui remonte vers le nord, les 2 axes sont coupés, donc il ne reste plus, je rappelle, nous sommes en période de Rasputitsa, il ne reste plus qu'une seule grande route praticable qui part vers l'ouest, et on le voit depuis plusieurs jours, les Russes continuent de taper dans le secteur de Rivnopil, hein, c'est la flèche la plus à gauche sur la carte. Il y a fort à parier que le prochain effort russe va s'opérer là pour couper aussi cette route, de telle sorte à ce que Velika Novosilka soit opérationnellement encerclée et elle aussi coupée que sa logistique soit également complètement rompue. Et comme pour ce qu'on vient d'expliquer, eh bien une fois qu'on en sera arrivé là, on verra ce que fait le groupement ukrainien qui défend la ville, est-ce qu'il va la défendre coûte que coûte, est-ce qu'il va tenter un repli ultime à travers les champs, hein, parce que là le niveau de maillage routier c'est des routes secondaires, c'est des routes de campagne, ou est-ce qu'il va se rendre ou mourir les armes à la main, voilà. Mais en tout cas, ça va finir par aboutir à la chute de Velika Novosilka dans des conditions qui seront encore une fois favorables aux Russes, parce que si les Ukrainiens tentent de fuir, ils se feront matraquer parce que la porte de sortie fera toujours 800 mètres maximum, comme on l'avait vu à Ougledar. S'ils tentent de faire Cameron, eh ben ils se prendront des fabs de 3000 kilos, de 3 tonnes sur le coin de la figure jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Et puis, et donc l'attrition sera très forte. Et puis s'ils se rendent, l'attrition sera très forte aussi. Voilà. Voilà pourquoi les Russes continuent de mener cette stratégie de cette manière-là, en portant des coups de part et d'autre. Hein, et je rappelle, en revenant sur la carte précédente, vous voyez les 2 petits cercles pointillés bleus, ce sont les encerclements en cours au sud de Korachove, parce que là encore, on voit que les unités peinent à décrocher parce que le terrain n'est pas favorable pour elles pour décrocher, notamment à travers champs avec leur matériel lourd, et on voit que les Russes poussent au sud de Constantinople pour pouvoir enfermer tout le groupement ukrainien qui est à l'est et qui aurait dû se replier depuis un bon moment, comme nous ne cessons de le dire. Voilà. Voilà, chers amis, ce qu'on pouvait dire donc en ce 5 décembre au matin sur la situation internationale et sur les points les plus chauds. Je vous donne donc rendez-vous sur tous nos supports tout au long de la fin de semaine, tout au long du week-end pour continuer de suivre les déroulements d'heure en heure, notamment en Syrie, mais pas que. Et sur Telegram hein, aussi, on fait beaucoup de partages, Telegram, X, etc. Vous n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui veulent faire un geste financier. N'hésitez pas à vous abonner à Patreon pour avoir du contenu supplémentaire qui serait censuré d'habitude sur les autres supports. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous pour le bulletin 72 dès lundi matin. Et je vous annonce donc, comme vous l'avez peut-être compris si vous avez suivi l'émission, la matinale de GPTV mardi matin, tous les mardis matins, vous me retrouverez pour la revue de presse, donc entre 7h20 et 8h, avec Nicolas Stocker sur GPTV. Et puis à partir de la rentrée de 2025, j'aurai le plaisir également de signer au moins un article par mois dans la revue Géopolitique Profonde, où signent déjà des gens de très grande qualité, à commencer par notre ami Xavier Moreau, que je salue. Un très bon week-end à vous tous, et pour ceux qui, comme moi, habitent dans les contrées du nord ou de l'est de la France, je vous souhaite pour demain une très bonne Saint-Nicolas. Au revoir.